Guyane, actualité. Radio Pays, nous sommes en direct depuis le siège de l'ARS, l'Agence régionale de la santé, à Cayenne. Nous sommes avec deux docteurs pour le prix d'un, Romain Blaiseau, médecin dermatologue au CHAR, au CHC, Centre Hospitalier de Cayenne, et le docteur Francky Mugimba, qui est médecin responsable de la veille sanitaire, notamment à l'ARS épidémiologique. On va y revenir dans quelques instants. Peut-être Romain Blaiseau, avec vous, pour commencer. Un mot sur cette variole du singe. Pourquoi en parlons-nous aujourd'hui en Guyane? Pourquoi il y a deux cas? Parce qu'il y a beaucoup de commentaires depuis cette annonce, depuis ce communiqué de presse de l'Agence régionale de la santé cet après-midi, savoir si on arrive sur un nouveau problème sanitaire. On a tous bien évidemment le Covid à l'esprit, Covid-19. Qu'en est-il aujourd'hui? Deux cas suspects. Alors, lequel des deux parle en premier? Peut-être Francky Mugimba pour la veille sanitaire, justement. Bonsoir. Alors, merci pour la question. Donc, pour faire simple, nous sommes actuellement à deux cas en Guyane qui sont, je précise, des cas suspects. C'est-à-dire qu'on a des cas qui sont suspects, qui ne sont pas des cas confirmés. Et par rapport à l'alerte qui a été lancée à travers le monde, l'alerte qui est partie déjà au niveau européen par l'Angleterre, puis quelques pays, notamment l'Espagne, la Suède, la Belgique, y compris la France, avec le cas confirmé en région Île-de-France. Et sur la base des deux cas suspects que nous avons ici en Guyane, et toute la machine a été mise en œuvre pour essayer à la fois d'anticiper, pour investiguer autour de ces cas, et surtout pour savoir si ces cas sont des réels cas, c'est-à-dire des cas confirmés ou pas. Et c'est pour cela qu'à ce jour, on a donc deux cas qui sont suspects, pour lesquels un cas a été prélevé et les échantillons ou les prélèvements sont transmis au laboratoire et nous sommes en attente des résultats qui pourront, je précise, infirmer ou confirmer. Et peut-être même qu'à l'issue des investigations et des analyses, on dira que ces deux cas suspects ne sont pas du tout des cas de monkeypox. Alors, si on dit cas suspect, c'est parce qu'il y a des éléments comme le voyage de la personne. Peut-être avant de développer tout ça, juste un mot sur la gravité ou pas de cette maladie, parce qu'il y a beaucoup d'interrogations, beaucoup de réactions aujourd'hui. Peut-être un mot peut-être sur la contagiosité, Romain Blaiseau, sur la gravité, la létalité également ou pas de cette maladie, cette souche a priori, qu'on le dise clairement aujourd'hui, il n'y a pas eu de mort dans les pays occidentaux, c'est ça? C'est ça. Parmi les cas qui ont été observés actuellement en Europe ou en Amérique du Nord, il n'y a aucun cas grave, uniquement des cas bénins et encore moins de cas de décès. Après, on sait que la souche qui a été identifiée, lorsque cette souche est observée en Afrique, elle est associée à une mortalité de 3%, ce qui, pour vous donner une idée, est un peu plus élevé que le Covid, mais ça reste une mortalité qui est faible. Et par ailleurs, en termes de contagiosité, c'est une pathologie qui est par exemple beaucoup moins contagieuse que le Covid. Je prends le Covid en exemple parce qu'on l'a tous en tête, donc c'est deux éléments qui sont rassurants. Sur la contagiosité, ça se transmet pas par l'air par exemple, ça se transmet juste par les contacts. Comment est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments supplémentaires, Romain Blaiseau, s'il vous plaît? Alors ça peut se transmettre par le contact puisque les gens ont des lésions sur la peau, donc on peut l'attraper par contact avec la peau ou bien par du linge ou du matériel qui a été en contact avec cette peau. Il peut y avoir une transmission respiratoire aussi, mais là encore c'est quelque chose qui nécessite un contact prolongé. Il faut être proche de la personne pendant plusieurs heures avant d'avoir un risque. Donc c'est pas quelque chose que l'on va attraper en 5 minutes parce qu'on s'est assis à côté de quelqu'un. Alors sur le terme variole du singe, peut-être pour la description, on est plus proche, alors je ne sais pas, c'est peut-être au docteur Mugimba qu'il faut que je pose la question, on est plus proche d'une varicelle que d'une variole. C'est docteur Blaiseau également. Oui, on est plus proche d'une varicelle, ça y ressemble beaucoup, que d'une variole. Voilà, la variole, c'est un virus qui a disparu de la surface de la Terre grâce à la vaccination. On parle de variole du singe parce que génétiquement, c'est un cousin de cette variole historique, mais ça n'a rien à voir en termes de mortalité et de contagiosité. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment de lien avec des singes, c'est parce que historiquement, on a découvert cette mortalité chez des singes de laboratoire, mais aujourd'hui, les gens qui attrapent cette maladie, il n'y a pas forcément de contact avec des singes. Donc c'est un terme qui est un petit peu inapproprié. Bon, c'est une maladie qui remonte aux années 70, c'est ça, docteur Mugimba? Oui, c'est une maladie qui remonte aux années 70, donc découverte pour la première fois, ou diagnostiquée plutôt pour la première fois dans les années 70. C'était dans les pays du bassin du fleuve Congo, et par la suite, donc c'est remonté, la première alerte au niveau de l'Europe, ça a été lancé avec l'Angleterre, ce qui fait que des 70 à ce jour en Europe, c'était pour la première fois, et en France, le premier cas
c'était la semaine d'avant, un cas confirmé en région Île-de-France. Et je profite aussi pour repréciser qu'en termes de définition des cas, il y a trois niveaux ou trois concepts qu'il faut préciser. C'est-à-dire un cas qui est dit confirmé lorsque la biologie les confirme. C'est-à-dire on fait un prélèvement chez un patient qu'on amène au laboratoire, on fait une PCR, une RT ou QPCR, et on identifie les virus qui donnent le monkeypox. Celui-là, c'est un cas confirmé. Et il y a des cas qui sont qu'on appelle des cas probables. Et puis, pour finir, on a des cas suspects comme nos cas qui sont les deux cas qu'on a ici en Guyane, qui plutôt sont des cas suspects sur la base de la clinique. Et précisément, donc, le tableau clinique est évocateur d'une infection au monkeypox. Francky Mugamba, docteur, pourquoi il y a ces cas qui sont devenus suspects? Le premier, est-ce que vous pouvez nous rappeler le process? Comment vous en êtes venu à trouver ces cas suspects? Parce que le premier cas, c'est fin avril, et il a fallu que vous vous rappeliez, c'est ça? Vous avez fait des investigations après? Comment ça s'est fait? Alors, le premier cas a été consulté, ça tombe bien parce que le médecin qui l'a consulté juste à côté de nous ici, donc il a été consulté et le médecin, donc docteur Blaiseau, a conclu, il précisera, sauf erreur de ma part, à une varicelle. Et c'est parti. Dès le moment où on est dans ce contexte où il y avait cette alerte qui était lancée et que le tableau clinique, il était similaire, il était important pour nous d'investiguer et de se rassurer que ces cas n'étaient pas des cas de monkeypox qui étaient à côté desquels on était passé. Et du coup, l'investigation a été faite, on est arrivé sur ce deuxième cas, mais il faut aussi retenir que l'investigation ne peut pas se faire dans un temps infini. Il y a quand même un délai qu'il faut respecter. Le premier patient, comme vous le dira le docteur Blaiseau tout à l'heure, il est guéri, il est parti, donc pour cela il n'y a pas de souci. Et le second, après investigation, donc il est repassé à l'hôpital, reconsulté et vu par le docteur Blaiseau, prélèvement fait et transmis pour qu'on soit sûr, après investigation laboratoire, si c'est un cas confirmé ou pas. Et c'est notre rôle de faire cette investigation pour nous rassurer qu'on ne passe pas à côté, où il n'y a pas des choses qui circulent, qui seraient certainement du monkeypox et qui soient à côté de nous. Et on continue avec cette attitude de vigilance, de veille, qui est tout à fait notre rôle et c'est notre travail. Et puis voilà, il y a de l'animation territoriale pour mobiliser tous les acteurs impliqués au niveau du système de santé pour que la réponse soit efficace, totale et surtout anticipative. Docteur Romain Blaiseau, c'est vous qui avez donc eu ces deux patients en consultation. Il venait d'où ce patient, le premier, puisque apparemment il revenait d'un voyage, et qu'est-ce qui vous a fait penser a posteriori à cette variole du singe, comme vient de l'évoquer votre confrère, le docteur Mugamba? Alors, ce sont deux patients guyanais. Alors, le jour J, initialement, il n'y a rien qui m'a laissé suspecter ce diagnostic, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucune alerte qui avait été lancée au niveau international. Donc, il y avait un voyage à l'étranger, certes, mais pas en Afrique, donc il n'y avait pas de raison de suspecter ce diagnostic. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, j'ai pensé à une varicelle, certes très cognée et un peu bizarre, mais il n'y avait pas de raison de pousser plus loin. Et puis, la semaine dernière, il y a cette alerte qui a été lancée, ce qui m'a fait réfléchir a posteriori sur ce cas. Et donc on a rappelé le patient pour essayer de faire des investigations supplémentaires. Il venait de quel endroit? D'Amérique du Nord. D'accord, donc d'un pays qui était avec des cas en lien? Pas à cette date-là, non. Donc il n'y avait pas de raison de suspecter sur ce voyage à cette date-là, puisque fin avril, on parlait, c'est une maladie qui n'était associée uniquement à des voyages en Afrique, ce qui n'était pas le cas. Pourquoi il y a cette vigilance, cette alerte aujourd'hui? Pourquoi il y a cette inquiétude? Alors, je ne sais pas si c'est une inquiétude, mais pourquoi il y a cette vigilance? Pourquoi vous, la veille sanitaire, vous, épidémiologique, vous êtes mis justement en alerte pour une maladie qui ne tue pas? Alors, notre rôle, comme vous dites, nous en tant que veille sanitaire et surtout en tant qu'agence, c'est de faire cette veille. La veille qui consiste en une collecte de l'ensemble d'informations qui puissent prévenir la survenue d'un événement sanitaire. Et nous sommes dans ce rôle où on anticipe. Et n'oubliez surtout pas que nous sommes dans un contexte d'alerte qui a été lancé avec des pays qui ont identifié des cas confirmés, y compris la France. Donc, quoi de plus normal que d'anticiper et de ne pas attendre que ça arrive et qu'on soit plutôt proactif. Donc c'est pour ça qu'au niveau de la veille sanitaire, on anticipe et on se tient debout et on n'attend pas et on agit et on essaye de faire, pas on essaye, hein, on fait notre rôle qui est celui de l'animation territoriale en mobilisant l'ensemble des acteurs du système de santé pour à la fois rechercher les cas qui sont suspects et qui investiguer et
surtout prévenir et briser la chaîne des transmissions, parce que comme l'a dit le docteur Blaiseau, c'est une maladie qui se transmet de façon interhumaine. Donc si on n'agit pas, si on n'isole pas, ça va continuer à se transmettre. Et si l'isolement n'est pas respecté, ça continue à se transmettre. Et nous, on se rassure du respect de l'isolement et de la surveillance du cas en cas d'aggravation pour hospitaliser, pour en fait indiquer une hospitalisation sur la base, bien sûr, des avis combinés et dermato et d'infections référents avec l'établissement sanitaire des références. C'est pas une surréaction des autorités sanitaires, docteur Mugimba, Alors, ce qui se passe par rapport au Covid, hein, peut-être par rapport à la crise qu'on vient de vivre? Est-ce que finalement vous ne surréagissez pas? je pense plutôt que la question, elle devrait être posée dans le sens où il fallait dire, n'avons-nous donc pas appris de la crise du Covid pour pouvoir anticiper et attendre le pire? Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut poser la question. Et par rapport à ma formulation, je pense que vous avez la réponse. Docteur Blaiseau, une dernière, deux, trois petites questions. Il y a beaucoup de réactions et d'interrogations de la part des internautes. Maladie qui se transmet par l'air, par le contact, par le toucher, maladie sexuellement transmissible. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de réponse sur ces modes de transmission? C'est pas à proprement parler une maladie sexuellement transmissible, mais ça se transmet par le contact cutané. Donc évidemment, au cours d'un rapport sexuel, il va y avoir un contact cutané, donc ça peut se transmettre à cette occasion. Ça peut se transmettre également de manière respiratoire, mais c'est plus par des gouttelettes. Donc ça nécessite un contact respiratoire assez prolongé de plusieurs heures pour qu'il puisse y avoir une contamination. Donc, quelqu'un qui fréquente une personne qui a la maladie ne va pas forcément l'attraper comme ça si facilement. Absolument. On voit des photos sur Internet, il suffit de taper variole du singe sur Google, qui sont assez impressionnantes, voire effrayantes, des boutons, des pustules un peu partout. C'est quoi les symptômes que vous avez pu avoir sur les deux patients suspectés d'avoir développé cette maladie? C'est somme toute des boutons qui ressemblent assez à ceux d'une varicelle, donc c'est d'abord des petits boutons jaunes, ce qu'on appelle des pustules ou des vésicules, et puis au fil du temps, ça se transforme pour donner des croûtes qui vont tomber. Donc ça peut être plus ou moins impressionnant, évidemment, sur les réseaux sociaux ou sur Internet, on a toujours tendance à mettre les photos qui sont les plus spectaculaires. Après, la présentation, elle peut être beaucoup plus raisonnable que ça. Grosso modo, ça peut être la même chose qu'une varicelle. La petite différence, c'est qu'on va avoir des ganglions, donc des petites boules sous la peau, et puis une atteinte au niveau des plantes des pieds et des mains qu'on ne retrouve pas dans la varicelle. Dans le communiqué, merci beaucoup Romain Blaiseau, dans le communiqué de l'ARS de cet après-midi, il est évoqué que le second patient qui est suspecté d'avoir cette maladie et les personnes de son entourage ont été invités à respecter des mesures d'isolement. Qu'est-ce qu'on entend par inviter à respecter? Il n'y a pas d'obligation, il n'y a pas de contrainte aujourd'hui? Alors, on demande de s'isoler, c'est-à-dire on vous dit que dans une situation qui est la vôtre, pour ces cas contacts, comme on le dit, on leur recommande l'isolement. Et dans un contexte comme celui-ci, les doctrines, nous, c'est que nous, on fait au niveau de l'ARS, il est recommandé, il revient à l'ARS de se rassurer du respect de l'isolement. Et c'est pour ça qu'on fait une surveillance téléphonique où on appelle ces personnes ou les personnes directement concernées par la maladie ou les cas contacts pour se rassurer à la fois de l'évolution et de leur dire qu'il faut s'isoler. Donc la surveillance, c'est pour se rassurer de l'isolement parce que c'est ça la clé pour briser la chaîne. Donc ils doivent respecter l'isolement et ils sont surveillés pour éviter l'aggravation ou s'alerter si jamais il y a aggravation de la maladie. Merci, on pourrait passer des heures à vous poser des questions à tous les deux. Juste une dernière question globale. On est d'accord qu'on ne se retrouve pas dans 2 ans pour faire le point sur une épidémie qui aura touché 80% de la population guyanaise. On n'est pas sur un cas aussi grave que ce qui était avec le Covid. Peut-être tous les deux, je sais pas. Au vu de ce qu'on connaît de cette pathologie, je pense que c'est peu probable pour le moment, ne serait-ce qu'au vu de ce qu'on observe en Afrique, par exemple. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la contagiosité est quand même beaucoup plus faible que celle du Covid, donc on a des petites épidémies avec des cas groupés de temps en temps, mais à ce jour, on n'a encore jamais vu de pandémie avec cette maladie qui existe en Afrique depuis des décennies. Donc il ne faut pas non plus que notre souvenir du Covid nous traumatise à chaque fois. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit le docteur Blaiseau, mais le seul point que je pourrais rajouter est que, comme dit le docteur Blaiseau, il ne faudra pas que nos souvenirs du Covid nous traumatisent de façon permanente. Il faudra surtout tirer les leçons de la crise Covid-19. Donc on ne peut pas prévenir ce qui arrivera dans 2 ans si on va se retrouver ici pour en parler. Mais tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on agit déjà
pour faire ce qu'il faut faire au moment où ça commence. Voilà. Les docteurs Francky Mouguimba, responsable de la veille sanitaire épidémiologique ici à l'ARS, l'Agence régionale de la santé, et le docteur Romain Blaiseau, médecin dermatologue au centre hospitalier de Cayenne. 2 cas suspects, on dit bien suspects. D'ici combien de temps pour avoir la réponse, les tests? On l'espère cette semaine, mais je n'en suis pas sûr. Allez, on donne rendez-vous en fin de semaine pour essayer d'avoir une réponse ou au moins... Les échantillons sont transmis au CNR et on attend la réponse du laboratoire en fait, pour nous dire, je précise, infirmé ou confirmé, et on espère l'avoir la semaine prochaine. N'oubliez surtout pas qu'on a 2 jours fériés la semaine prochaine et que la semaine s'arrête le mercredi normalement. Donc on espère. La semaine prochaine, merci docteur. Une vidéo à voir en replay sur votre site, sur vos réseaux sociaux, sur Radio Pays et sur radiopays.com et dans nos différents points d'information demain matin sur Radio Pays dès 6h. Bonne soirée. Dans quelques instants, vous retrouvez le tirage au sort depuis le Grand Hôtel Montabo pour les élections législatives, tout à fait autre sujet, avec 27 candidats sur les 2 circonscriptions, 18 sur la première, 9 sur la seconde. On va retrouver Gilles Vernet et toutes les équipes de Radio Pays. À tout à l'heure. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.